Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, premier numéro. C'est un honneur de vous retrouver. Bonne année et meilleurs vœux à tout le monde. Forum des As, balkanisation de la RDC, Ambongo alerte, Fachi rassure. Impact News, Lorenzo administre une leçon à Fachi. Mozito et Fayoulou dans les préparatifs de la marche du 17 janvier. Nous parlons de cette question, vous l'avez certainement suivi. 6 ans, jour pour jour, un trentenaire partait s'en aller. Le colonel Mamadou Ndala était lâchement abattu par des forces négatives qui seraient téléguidées depuis certaines officines. Mesdames et messieurs, hier, un acte a été posé et je salue cet acte. Un peu comme si je pouvais lire dans ce qui allait se passer dans le temps. Hier, j'étais reçu dans la tribune de presse avec le brillant chroniqueur, on va dire, Hervé Thomas. Il nous a réussi avec Kalafay. La question était simple. Est-ce que le Congo reconnaît la bravoure de ce monsieur Ndala? Moi, j'étais en train de dire que Fachi allait faire des choses bien et qu'il allait reconnaître ce monsieur. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, ça a été fait. 6 ans après, je veux dire, monsieur a été élevé au rang de général. C'est simplement pour dire qu'il y a une volonté de laver l'image, une volonté de nettoyer l'image, une volonté de reconstruire ce qui a été détruit depuis un certain temps. Vous n'imaginez pas que M. Ndala était finalement laissé pour oublier. C'était un oublié de l'histoire du Congo. Pourtant, ce jeune de 35 ans avait donné sa vie, tout ce qu'il avait de mieux pour ce pays. Il n'est pas abattu dans un bureau. Je dois rappeler que monsieur n'est pas abattu dans un bureau. Monsieur n'est pas assassiné chez lui à la maison. Non, il est abattu pendant qu'il va rendre un service. Et c'était le dernier service qu'il a rendu au territoire congolais. Pour Mamadou Ndala, il faut dire que, comme je l'ai dit l'autre fois, il faut représenter une chose. Qui était l'homme Mamadou Ndala? Mamadou Ndala, c'est un garçon ordinaire du Congo. Mamadou Ndala, c'est un jeune garçon épris de bon sens, épris finalement du patriotisme. Il pense qu'il peut lui détruire, il faut arrêter ce fléau et détruire cette machine d'oppression, cette machine de terreur qui finalement déstabilise le Congo et qui participe à son projet de balkanisation. Et vous avez Mamadou Ndala qui dit, mais on ne peut pas continuer comme ça, il faut que ça s'arrête un peu. Ce plan de balkanisation, j'en parlerai peut-être dans la deuxième partie avec cette histoire de cette sortie médiatique du cardinal Ambongo. Mais ici, permettez-moi de rendre hommage à cet homme, rendre hommage à ce colonel qui a dit qu'il fallait arrêter la guerre à l'est du pays. Mamadou Ndala, comme je le dis, c'était un garçon qui se disait qu'il fallait que ça s'arrête cette histoire de tuerie à l'est du pays. Il était applaudi, acclamé, c'était pratiquement une star. C'était un militaire, mais qui était comme une star. Il incarnait la paix, il incarnait la tranquillité, il donnait ça au peuple de Goma. Au point qu'il y avait même un rond-point qui était rebaptisé en son nom. Les gens parlaient de lui, les gens pensaient que c'était lui qui incarnait finalement la paix. Et quand Mamadou Ndala se levait, je suis très convaincu que tous ceux qui étaient autour de lui comprenaient qu'il s'agissait d'une autre dimension, d'un autre esprit. Il avait, lui, une autre manière de voir les choses. Mamadou Ndala avait un autre œil, une autre vision de l'Est. Il pensait que Laurent Kunda et les autres, je veux dire, tous les mouvements négatifs de l'Est du pays, Mamadou Ndala pensait que ces groupements-là étaient sponsorisés à Kinshasa et étaient sponsorisés à Kigali. Mamadou Ndala savait que la guerre qui nous était imposée par le Rwanda et par le Burundi était organisée en connivence avec ce qui était ici à Kinshasa. Il fallait finalement détruire cela. Et donc, pour beaucoup de personnes, Mamadou Ndala a été finalement ce salaud qu'il fallait abattre rapidement même, parce qu'il commençait à empester.
Et Mamadou Ndala a commencé finalement à redonner de l'espoir aux habitants de Goma et aux habitants de l'Est. Et ce qui se passait, c'était quoi? C'est que Mamadou Ndala disait à ces gens-là, il disait, battez-vous pour votre pays. Il voulait la participation de l'armée et de la population. Mamadou Ndala pensait vraiment, au fond de lui, Mamadou Ndala le savait, qu'il était temps, il était important de remettre la population et l'armée ensemble. Parce que dans sa tête, Mamadou Ndala, c'était important de le faire. Sinon, ça n'allait rien changer. Mamadou Ndala a milité pour une sorte de réconciliation entre le peuple et l'armée. Il a fait. Et moi, je crois même très fort que Mamadou s'inscrit dans la logique de ceux qui n'obéissent pas aux ordres mal donnés. Plusieurs fois, Mamadou Ndala a enfreint des règles. Mais des règles qui étaient des règles très mal données. Plusieurs fois, Mamadou Ndala est allé à l'encontre et il ne se les cachait pas, il ne se cachait pas. Il le disait. Voyez-vous, par exemple, une vidéo où Mamadou Ndala dit « Moi, je ne suis pas un homme de bureau ». Il faisait allusion à qui? Il faisait allusion à tous ces généraux qui, aujourd'hui, restaient dans les bureaux en train de faire le commerce, ainsi de suite. Mamadou Ndala le savait et il a dit. Et hier, Mamadou Ndala a été élevé au rang de général. On ne sait pas le soulagement de sa famille. On ne sait pas ce que sa famille est en train de dire en ce moment. On ne sait pas ce que la veuve de Mamadou Ndala est en train de dire, ce que le fils de Mamadou Ndala ou les enfants de Mamadou Ndala sont en train de dire. Je suis très convaincu qu'ils sont aujourd'hui un peu récompensés, même si ce n'est pas tout, mais c'est quand même quelque chose déjà. C'est quand même quelque chose pour un soldat qui était abattu pour être récompensé aujourd'hui à ce niveau-là, élevé au rang de général. À titre posthume, c'est très avantageux. Et je suis très convaincu que la République va faire des choses importantes pour cette famille-là. Je suis très convaincu que la République va reconnaître les efforts de M. Mamadou Ndala, parce que ça commence déjà par son élévation en termes au rang de général. Beaucoup ne le faisaient pas dans le temps. Le débat de Mamadou Ndala était un débat clos. Il fallait l'arrêter, ces débats-là. Ça ne servait absolument à rien. Il ne fallait même pas en parler. Pourquoi il ne fallait pas en parler? Parce que Mamadou Ndala a énervé, Mamadou Ndala a dérangé les choses. Et vous allez voir, aujourd'hui, c'est la politique, c'est deux types de choses maintenant. Deux façons de voir les choses. Il y a une façon de récompenser ceux qui méritent, de récompenser ceux qui font bien les choses, alors que dans le temps, c'était une manière de laisser ceux qui font bien les choses. Nous sommes dans... Vous savez, ça nous donne aussi l'envie, ça encourage l'armée, ça encourage les autres militaires de se battre pour leur pays. Ça encourage les autres de prendre des bonnes décisions et de dire « Ah, donc on peut encore croire en ce pays. On peut encore se battre, on sera honoré après. » C'est vrai, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour que ça marche. Mais déjà là, il faut saluer un pas. Il faut saluer une action. Il faut dire c'est bien. Il fallait que Félix Tshisekedi vienne au pouvoir pour qu'on l'élève au rang de général. Pourquoi Kabila ne l'a pas fait quand il était président de la République? Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourtant, ce monsieur devrait être en principe élevé au rang des héros même, si possible. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, on le fait quand même. Bon, ça nous renvoie finalement dans la manière de voir les choses de deux personnes différentes. Je vais essayer un peu de revenir sur les questions de Kabila. Vous savez, lorsque le général Mbunza Mabé décède, personne ne parle de lui. Il y a des généraux et des colonels et même des majors qui se sont distingués dans l'affaire de l'Est du pays, mais ces gens-là, soit ils sont morts, soit personne n'a parlé d'eux. Ils sont restés dans les oubliettes, alors des gens qui voulaient mettre terme aux guérillas à l'est du pays, qui voulaient mettre à ce cycle infernal là-bas, mais ces gens ont été évincés automatiquement. Ils n'avaient plus droit de citer, ce n'étaient pas des gens qu'on pouvait parler d'eux, et s'ils mouraient, ils n'avaient pas droit aux honneurs. Bref, c'était comme une sorte de gens oubliés. Et on pensait que c'était seulement du côté militaire, mais c'était dans tous les secteurs de la vie. À l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila, les gens n'étaient pas promus pour ce qu'ils faisaient. Il n'y avait aucune politique de promotion des valeurs. Aucune politique. Regardez un homme comme Denis Mukwege. Le docteur Mukwege, c'est l'un des meilleurs fils du pays. Je dis bien l'un des meilleurs fils du pays. Ce n'est pas qu'il est saint, mais c'est quelqu'un qui a montré à la face du monde qu'on pouvait regarder devant, même lorsque les conditions actuelles vous disaient le contraire. Denis Mukwege devrait en principe être l'un des plus grands alliés de Kabila. En principe. Parce qu'il faisait quoi exactement? Les femmes qui étaient violées, les femmes qui étaient mutilées, c'est lui qui finalement prenait en charge ces femmes-là. C'est lui qui les guérissait, qui les traitait, qui les accueillait. Il assumait tout, je veux dire, il prenait en charge tout le contour de la question de la maladie, en commençant par l'accueil, le diagnostic, le traitement, la prise en charge et même l'accompagnement.
Il faisait tout ça. Mais il était marginalisé. Marginalisé. Plusieurs fois embêté, inquiété. Et c'est quelqu'un qui n'avait pas de paix à Kin. Mukwege est reconnu partout, mais jamais à Kinshasa. On lui a même refusé de passer à la RTNC. Pendant que tous les médias du monde couraient vers lui, nous, nos médias, ne couraient pas vers lui. La RTNC lui a tourné le dos. Les institutions de la République lui ont tourné le dos. Voyez-vous la politique, c'est quelqu'un qui aide le pays, quelqu'un qui va dans l'idée de donner, de parler pour le pays à l'étranger. Ce monsieur-là était finalement un peu comme qui dirait, ça ne sert à rien, on n'a pas besoin de lui. C'était ça la politique, en fait, de Kabila. Il fallait décourager ceux qui faisaient le bien. Il fallait finalement décourager ce qui faisait le bien et encenser ceux qui étaient dans le faux ou ceux qui ne faisaient absolument rien. Mukwege n'a jamais été reçu par M. Kabila. Même pour féliciter, il fallait que quelqu'un d'autre en parle. Il fallait que quelqu'un d'interposé en parle. On a même entendu ici que le prix Nobel, c'était rien du tout. On a entendu ça dans ce pays. Un ministre, bien évidemment, dit c'est rien du tout, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave alors que vous n'avez jamais eu ça. C'est pas si grave alors que dans votre pays, là, depuis l'histoire du pays, personne n'a eu ce prix-là. Et vous dites que c'était rien. Mais lorsque Félix Tshisekedi arrive, il parle de lui. La différence dans la promotion des valeurs, la différence dans la promotion d'élever ceux qui font le bien. Parce que lorsque vous dites au docteur Mukwege, moi j'ai parlé la semaine passée avec de jeunes gens qui voulaient devenir comme le docteur Denis Mukwege. Eux aussi voulaient finalement s'investir dans autre chose. Il y a d'autres qui veulent faire la pédiatrie, d'autres qui veulent faire d'autres sciences, d'autres disciplines. Parce qu'ils disent, on pourra avoir la reconnaissance du président de la République si jamais nous allons dans ces conditions-là. Et c'est ce que nous avons eu avec Kabila. Kabila, c'était quand tu fais du bien, il ne s'occupe pas de toi. Il y a eu une dame qui avait intercepté une cargaison, je dirais, folle des cornes de pachyderme, beaucoup de choses. Des tonnes et des tonnes. Mais ce qui s'est passé, c'était quoi? Les ivoires des éléphants et des rhinocéros. Elle a arrêté ça ici. On lui a proposé beaucoup d'argent. Elle a refusé. Cette femme travaillait à la RVA. Elle a refusé de prendre l'argent. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé après? Cette femme a perdu son emploi. Pour avoir rendu un service éminent au pays, le résultat, c'est que le pays ne sait pas te protéger lorsque tes agresseurs viennent te faire du mal. Et c'était là la condition du pays dans lequel on a évolué. Et vous avez finalement ici, quand on change les choses, un président qui revient, qui dit non, je reconnais Mamadou Ndala, je reconnais Dr Denis Mukwege, je reconnais Dr Mouyembe, je reconnais telle ou telle autre personne qui a été excellent dans telle ou dans telle autre chose. Qu'est-ce que l'on peut demander d'autre que ça? Que ne serait-ce que cette reconnaissance-là. Évidemment, il y a des choses à faire. Évidemment, on ne s'arrête pas là. Évidemment, il faut aller plus loin que ça. Mais reconnaissons d'abord ce qui est fait parce que c'est avantageux pour nous. Quelqu'un que j'ai rencontré hier en route m'a fait rire. Il m'a fait rire, en tout cas. Il me dit, Christian, le président a fait un très bon discours, mais il a manqué de signaler des gens comme toi, vous faites un bon travail. Je lui dis, oui, mais bien, c'est bien, mais un président ne peut pas dire qu'un journaliste a fait bien le travail. Sinon, il y a combien de journalistes? Si le président le fait, le journaliste perd toute sa crédibilité après. Donc un président ne peut pas dire non, en tout cas je remercie aussi ou je félicite un jeune gars, un monsieur, un jeune, tout. Il ne peut pas. S'il le dit, il détruit la presse, il me détruit en principe, même si dans sa tête il pense que j'ai fait un bon travail, mais c'est des choses qu'il ne peut pas dire. Parce que le jour où il le dit, il me détruit, je suis mort. Dans la profession, c'est fini, tu es mort parce que on t'a donné une connotation, ça va passer très mal dans notre population. Si c'était dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, pardon, où les gens ont grandi, ont mûri, pardon, dans la maturité, ils ont mûri dans la compréhension de beaucoup de choses, ça peut passer, ça peut encore passer. Ça peut encore passer, mais traditionnellement, lorsqu'un président vante les mérites d'un média, alors ça ne marche pas. Par contre, s'il vante le média national, qui est national, comme la RTNC, ça peut encore marcher. Voilà. Et surtout pas quelqu'un qui fait des analyses. Parce que si tu dis à quelqu'un qui fait des analyses qu'il est bien, donc on va tout lui dire, ah voilà, c'est parce qu'il est de son obédience. Par contre, s'il parle par exemple d'un présentateur des infos,
ou un présentateur du journal, pardon, des infos, ou du sport, ça peut encore aller. Mais même au niveau du sport, ça ne va pas marcher, parce que si le jour où on va faire les rattachements de l'équipe du président et le journaliste du sport, ça va être compliqué. Donc, bref, le plus important, c'est au moins d'être cité. Et quand on est cité, ça donne l'importance à tout, ça donne une sorte d'émulation, hein, ça crée l'émulation, pardon, et les autres veulent faire la même chose. Vous avez on était au Congo avec Ebola. Ebola, c'était depuis très longtemps. Ebola était là. Ebola était là depuis très longtemps. Pourquoi on ne l'a pas résolu? Parce qu'on ne voulait pas faire appel à au docteur Mouyembe, qui connaît l'affaire de cette histoire d'Ebola. Mais on a fait appel à qui? À des gens qui ne comprenaient rien du tout. Mais lorsque Félix Tshisekedi arrive, il dit non. Pourquoi ne pas donner ça à quelqu'un de fiable, quelqu'un qui peut faire bien la chose? On donne ça à docteur Mouyembe. Vous avez vu les cas, aujourd'hui, la régression et quasiment la disparition d'Ebola. Ce n'est pas encore fini, mais c'est en train de finir. C'est une bonne chose. En fait, le problème, c'est ça, la mentalité qu'il faut. Je suis très heureux, moi, aujourd'hui, que l'on parle de M. Mukwege, pardon, de M. Mamadou Ndala, ces termes-là. Il est important. Il est très important. Mais maintenant, un élément important aussi, il faudrait revenir. J'ai aimé la question de la balkanisation présentée par Monseigneur Ambongo. Monseigneur Ambongo parle de la balkanisation. Moi, je suis bien d'accord. Mais le problème, c'est d'abord, ça c'est le deuxième point, le problème, c'est celui-ci. Nous devons nous arrêter et réfléchir profondément sur la question de l'Est de la République. Je dis aux Congolais toujours que le Congo, ce n'est pas le Cap-Vert. Le Congo, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Congo, ce n'est pas le Ghana. Nous représentons beaucoup plus que ces pays-là aux yeux de l'Occident. Le Congo, ce n'est pas Jamaïque. Le Congo, ce n'est pas Singapour. Même pas. Le Congo, c'est la réponse à l'humanité, ou la réponse de l'humanité à toutes les questions, si pas plusieurs questions. Le monde a besoin de l'automobile. Bref, le monde a besoin de cette mutation. Le monde veut passer des énergies polluantes, si vous voulez, aux énergies propres, aux énergies bio. Et ils ont trouvé que le batterie était un remplaçant ou une remplaçante de ce qu'on appelle aujourd'hui les énergies fossiles, ou ce que vous entendez parler de carburant et bien d'autres. Et donc, je suis en train de faire comprendre aux gens quelque chose d'assez simple. D'assez simple en tout cas. L'Occident a besoin de nous. D'accord? L'Occident a besoin de nos richesses, l'Occident a besoin de nos ressources, l'Occident a besoin de tout ce que nous avons pour qu'il vive. L'automobile a besoin de la RDC. L'aéronautique a besoin de la RDC. La technologie pour se matérialiser, pour entrer dans un corps, a besoin de la RDC. Et donc, nous représentons, si pas un grand intérêt, mais nous représentons la solution à beaucoup de problèmes. Le remède, je vais même dire, à beaucoup de problèmes. Et cette situation nous place dans une posture d'envie. Les gens vous envient. Et le plan a commencé depuis très longtemps. Mais comme vous savez, le plan de balkanisation, ce n'est pas un petit plan. Vous ne le faites pas dans 10 ans. Le plan de balkanisation, pour que ça marche, pour que ça porte, vous devez un peu le penser, peut-être 50 ans, peut-être 60 ans. Il y a même des centenaires comme ça de projets. Ça prend beaucoup de temps. Et le projet commence avant même l'accession au pouvoir de Mobutu. Le plan de la balkanisation du Congo commence avant même Mobutu. Celui qui révèle cette situation, ce qui parle en premier du terme de balkanisation, c'est émérite Patrice Lumumba. Lumumba est mis au courant. Parce que les gens ne le diront peut-être pas. Lorsque Lumumba va à Accra, Lumumba rencontre le Kwame Nkrumah, le Sékou Touré et bien d'autres personnes. Lumumba va les rencontrer et autour de la table, ils discutent sur les grands enjeux de l'Afrique. D'abord, le premier sujet, sinon les sujets qui ont fâché les gens, c'était le partage inéquitable de l'Afrique. Pourquoi certains pays étaient beaucoup plus grands et d'autres et pas d'autres? Les gens n'en parlent pas beaucoup, mais c'était des questions fondamentales. Pourquoi le Congo peut être si grand comme ça et pas les autres pays? Pourquoi le Congo pouvait prendre Burundi? Parce que, il faut le dire, hein, le Congo, c'était le Congo, la RDC, le Rwanda et puis le Burundi. On appelait ça à l'époque le Congo ou Rwanda Urundi. C'était un peu ça le problème. C'était ça le plan de Léopold II. Il avait besoin de prendre cette terre-là comme ça. Il a fait ça. Et donc la question était celle-là.
Pourquoi les autres sont grands, d'autres sont petits? Sur base de quoi? Pourquoi et pourquoi? Et des questions et des questions. Et puis après, une autre question était aussi, c'est la question de la convergence maintenant. Comment faire pour protéger nos territoires? Comment faire pour lever les barrières? Parce que c'est déjà avant 60, il faut dire, c'est déjà avant 60 que l'idée d'un État des États-Unis d'Afrique naisse. Cette envie de se mettre ensemble, constituer une seule république, ou sinon un État, un grand État africain. Ça commence déjà un peu plus en avant. Parce que lorsque vous allez lire d'autres personnes après, ils vont finalement dire pratiquement la même chose. C'était finalement une idée qui avait commencé lors de cette grande table ronde africaine. Même si elle était sponsorisée un peu plus par l'Occident, mais au moins il y avait une volonté africaine. C'est d'où va naître cette volonté panafricaniste. Et maintenant après, quand Lumumba rentre au pays, Lumumba finalement est informé que le Congo court un risque grand, un très grand risque de, qu'on appelle de l'éclatement, sinon de la balkanisation. Les Occidentaux vont essayer de le faire, ne vous en faites pas. Ils vont essayer de le faire en proposant aux Katangais de céder. La sécession katangaise va finalement être de mouvement d'alerte de la balkanisation du pays. Il fallait balkaniser le Congo parce que le Katanga représentait encore beaucoup plus. On n'avait pas encore découvert le coltan dans beaucoup de choses. C'était vraiment pas à profusion comme ça. Mais le Katanga avait déjà montré ses preuves. Le Katanga avait déjà montré le cuivre dont l'humanité avait besoin en ce moment-là. C'était le cuivre, le cobalt, c'était vraiment pas à grand-chose parce que ça ne servait pratiquement pas à grand-chose le cobalt à l'époque. En 1960 et un peu plus en avant, le cobalt n'était vraiment pas comme aujourd'hui. Et donc le cuivre était la matière la plus importante. C'est à cause de ce cuivre-là qu'on voulait séparer le Katanga. Et on a mis dans la tête de Katangais. Qui a mis dans la tête des Katangais? C'est encore les Occidentaux qui ont mis dans la tête des Katangais qu'il fallait qu'il y ait une sécession katangaise, que le Katanga parte. Alors on va utiliser les fils du Katanga pour leur dire, vous donnez beaucoup plus au Congo. Le Congo vous appartient. Le Congo dépend de vous. Si vous n'avez pas de boulot, c'est parce que les autres sont venus chez vous. Il y a une entreprise qui a été créée ici. Il a manqué aussi aux Katangais l'idée. On va dire que les Katangais ont manqué d'intelligence pour comprendre que pour que le Katanga soit ce qu'il est, il fallait que l'argent du bois et de l'EVA de l'Équateur vienne servir au Katanga. Ce que l'Équateur a donné naissance au Katanga. Mais malheureusement, les Occidentaux, les véreux, bien sûr, vont utiliser cette histoire-là. Mais comme l'Amérique n'était pas d'accord, comme l'Amérique n'était pas encore d'accord, l'Amérique voulait une certaine cohésion du Congo, parce que si vous avez le Congo divisé et que vous n'avez pas les moyens de le faire, eh bien tout le monde va venir prendre sa partie. L'Angleterre viendra, la Belgique viendra, la France viendra, et finalement vous risquez de partager le gâteau à plusieurs. Vaut mieux garder le gâteau à nous et donner des quotas aux autres que de partager le Congo et que de le perdre. C'était ça le plan, en fait. Mais malheureusement, ça ne va pas marcher parce que l'Amérique n'est pas pour. L'Amérique n'est pas pour, et c'est l'Amérique le plus grand bailleur de fonds. Il ne va pas être d'accord, on va aider Mobutu. Mobutu va finalement remettre le pays ensemble. Mais le problème n'est pas fini. On remet les pays ensemble, mais la Belgique va nous imposer encore une autre vague de réfugiés rwandais sur notre sol. Bref, il y a des choses qui se sont passées, je n'aurais pas m'admis à la télé, mais restons sur des principes. Le principe, c'est que le plan de balkanisation ne date pas d'aujourd'hui. Le plan de balkanisation date depuis 1960, et même bien avant. Je suis même tenté de dire que le plan de balkanisation a été créé le jour de la table ronde. On a déjà balkanisé l'Afrique le jour de la table ronde. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est un autre programme. Simplement, ils veulent faire notre programme. Avec quel but? Je vous ai toujours dit, le but, c'est de contrôler la partie qui a des ressources minières. Parce qu'on a découvert qu'on a encore le lithium. Vous savez le scandale de Kalemi maintenant. Les gens disent que le Kalemi, ça va être un enjeu important dans le futur. Kalemi c'est un grand enjeu parce que Kalemi a une richesse importante, c'est le lithium. On en a besoin, le lithium. Et nous avons la meilleure qualité dans le monde entier. On a la meilleure qualité de lithium chez nous. Il est pur, il est concentré, il est fort. Et l'humanité en a besoin. Voyez-vous? Et donc, finalement, nous sommes en train de tourner autour du pot. Parce qu'en réalité, nous ne voulons pas voir les choses de la même façon. Mobutu va finalement être imposé de prendre M. Kamanda, qui va être... M. Bisengimana, rwandais, qui va finalement, lui, être le directeur de cabinet. Et par son canal, il y a eu une planification de l'infiltration au Congo, de l'infiltration dans l'administration publique,
dans les entreprises publiques, dans l'enseignement, dans tous les secteurs de la vie, il y a eu une planification. Au point que, parce que Mobutu est tombé dans le piège quand on lui a dit limoge ton directeur de cabinet congolais, renvoie-le aux Nations Unies ou aux organisations internationales et place ce monsieur-là dans ton cabinet parce que lui au moins tu pourras le contrôler. Comme il n'est pas congolais, il aura peur de toi. Pourtant c'était un plan. C'était un plan à exécuter et ils vont planifier des choses comme ça, amener des jeunes gens au Congo qui vont finalement prendre des postes assez importants. Parce que vous savez, quand vous nommez un mandataire en mine ou vous prenez quelqu'un, vous le mettez dans une société, dans une entreprise publique, il est rwandais, mais vous le mettez à la tête, ce qui va se passer, c'est que lui, il devient un autre courroie de transmission. Lui aussi va amener des gens qui partagent sa vision. Et c'est ainsi que vous avez vu une sorte d'émergence des Tutsis, des Rwandais au Congo et même des Ougandais et des Burundais. Vous les avez eus au Congo, mais ils ne sont pas placés, ils ne demandent pas l'aumône. Non, les Rwandais ne demandent pas l'argent dans les rues. Ils sont placés dans des hauts niveaux. C'est des directeurs d'entreprise, c'est des DG par-ci, DG par-là. Ils sont bombardés comme ça. Parce qu'en réalité, ils doivent perpétrer ce système-là. Ils doivent s'entourer, ils doivent être économiquement forts, politiquement bien placés. Dans l'armée, ils doivent être la chaîne de commandement. C'était une planification. On ne peut pas qu'on se le cache. C'est un secret de polichinelle maintenant. L'AFDEL va être finalement un autre plan, un autre coup de pouce. On va dire, allons-y maintenant plus loin. Et on va finalement avoir l'AFDEL. L'AFDEL va finalement consacrer maintenant cette hégémonie. Et donc, c'est là le problème. Alors, comme je l'ai toujours dit, l'Occident est toujours derrière les choses. L'Occident est toujours divisé. L'Occident est divisé, mais uni dans l'idée de ressources, de prendre l'argent, de prendre vos richesses, mais divisé dans la méthodologie. Vous avez deux personnes, deux camps, ils se divisent toujours en deux. Les uns sont soi-disant pour et les autres sont contre, mais en réalité, ils convergent tous leurs intérêts au même endroit. Ils veulent gagner les richesses, ils veulent prendre vos richesses. C'est tout simplement ça. Et lorsque le cardinal Ambongo est arrivé sur le terrain, le cardinal Ambongo a vu ce que nous disons toujours. Ils ont un plan maintenant. Le plan, c'était quoi? Déstructurer votre armée. Faire de l'armée congolaise l'antipode du développement et l'antipode de la paix. Et du coup, dans la population, l'armée n'est pas la bonne chose. Les militaires ne sont pas nos frères. Les militaires nous volent, nous pillent, nous détruisent. Ils ont fait la même chose avec Mobutu. L'AFDEL n'a pas gagné la guerre. L'AFDEL est rentré à Kinshasa en marchant. Il n'y a pas eu de problème parce que de toute façon, l'armée de Mobutu était dérangée, était trahie. À l'intérieur, on a soudoyé les généraux, on les a finalement soudoyés et finalement les généraux n'ont pas donné de l'ordre. Vous avez entendu le scandale de Bottine, on a envoyé Sapatu, Moko. Boyoka ba scandale ya ba restaurant na mindu qui ezate. Boyoka makambo ya ndenge na ndenge ba sabotage na ndenge. C'est exactement sur la même méthode au bossa na est et pays. Bokotine da ba soda na bitumba. Na minduki, na ba cartouche, et ça compatibilité. Et du coup, c'est la débandade, ils vont fuir. Beaucoup de soldats, mais tenus sous groupes armés. Bon, comment vous allez m'expliquer à moi, Christian, vous allez me dire comment les ADF, comment les militaires qui nous, entre guillemets, les groupes armés, tenus militaires si nous produisons ici, c'est très facile de remonter à la filière, non? Vous avez produit combien de tenues? On a produit 10 000 tenues. Très bien. Vous avez livré combien de tenues? On a livré 3 000 tenues. On a arrêté là-bas 4 000 tenues. Donc, qui a finalement signé, sorti 4 000 tenues? Est-ce qu'il faut vraiment aller à l'école pour comprendre ça? Rien du tout. Ça veut dire que vous avez des gens qui vendent la tenue militaire d'Abisso et pas à Banguna. Bazar, baton, batekango. Batekango, libanate. Place tout ça, la chaîne, il y a commandement. Chaîne, pardon, il y a impression. Tiens, comme pas d'Abisso. Mais il faut que les gens répondent sur la question. À partir de quand l'eau est Bungaka? Donc c'est des gens qui sont là dans le Congo, mais en train d'exécuter le plan machiavélique qui a battu Moussousou. Baza na Congo, baza na Kinshasa, baza na généraux, baza na capitaine, baza na colonel, baza na politicien. Aujourd'hui, na Est et République, tous les politiciens, disons, et belé ba politiciens congolais les lots, baza na groupes armés na Barokuna. Parce que yo au cas puis général azana or, ministre azana carrière na ya or quelque part. Le coup la ministre azana carrière à or, azana milice na ministre azana milice na général azana milice na bato na bazana ba groupes armés na bango. Et ce sont eux qui créent la terreur. Bangonde bazo créer ko banga ko détruire bateau. Et finalement nos soldats qui sont bien je veux dire psychologiquement préparés pour se battre, ils n'y vont pas se battre. Parce que mungu na tenu na bango.
Il y a comme on est le coin de Konaï, à comme on est le coin Moutou ensemble. Or, Adam Moutou a Zolinga détruit, Adam Moutou ou Azolinga Aboumaï. Dans ces conditions, vous ne réglez pas le problème, au contraire, vous le créez. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a des choses à dire, il y a des choses à comprendre qu'il y a un problème d'abord d'hégémonie au Rwanda, na Burundi, na Ouganda, pardon, balingi basala, hégémonie on a balingi nini, bango balingi ba expa, côte sa mabele na bango, bazonda mabele na biso. Balingi bazo une bonne partie à est ya pays, ba annexé na Rwanda à partir de la frontière na bango. Gisenyi na Goma ezala eloko moko soki boke côté alors soki Goma comme côté na bango bazongi sous côté ya Butembo Masisi tout ça bazu parti wana mo comme ya bango et soko tali parti wana ti ya plateau ya Fizi ezala parti o ba minéré eza ebele donc vous allez une sorte de partage. Il y a une idée là que bah ko développer beaucoup côté wana ba tonga banda ko bikitoko ba tonga ba place ya malamu pour imposer aux gens d'abord ba tibino guerre bokimi botiki mabele wana bango ba tongi banda ko minene banda ko makasi ba tongi ba infrastructure ya malonga ba pacifier côté wana après bateau bango mo bolinga ba vanda wana et puis ba komisi mboko wana soit une autre république auxiliaire il y a Rwanda to ya Ouganda, c'était ça le plan en fait. Mais maintenant comment vous réglez la question? La question ne peut être réglée que par une mobilisation à l'intérieur. Nous devons nous mobiliser à l'intérieur, comprendre les enjeux. C'est pourquoi hier je disais, ce qui Mamadou Ndala, Nani, général Mbunza Mabe, Batouana, Batom Soubazaki, général Mbunda Penda, pour la Mamba Estéona, ce qui Bakuta qui fachi l'élo na pouvoir avec cette volonté de mettre fin à l'blocage du pays, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais je suis convaincu qu'il y a encore beaucoup. Donc c'est une question de comprendre ça dans son ensemble et mobiliser le peuple congolais. Et permettre d'avancer. On est distrait. Quand on est distrait, on nous attaque, on est fragile. Quand on est concentré, on est fort, on peut s'attaquer. Commençons d'abord par détruire ceux qui sont à l'intérieur. Traître, on a top, tout rendre au public. Que chaque Congolais a bundapo a dénoncé. Dans les réseaux sociaux, dans YouTube, dans la marche populaire, dans la colloque, dans la manifestation, tout le langage moko. Chassons d'abord la top qui est ici. Et nous avons une top à l'intérieur de chez nous qui donne les informations à d'autres personnes. Commençons d'abord par l'enlever. Si on enlève la top, on coupe l'information, on s'organise à l'intérieur discrètement et on fait finalement une bataille, une réplique. Au moment où la réplique, c'est la terrible, quoi. Notre réplique est terrible. En fait, lorsque nous allons nous organiser, et le Rwanda et le Burundi vont eux-mêmes se discipliner. Ceux qui biso à s'arranger, à s'organiser à l'intérieur, on n'aura même pas besoin de faire une guerre contre le Rwanda. Parce qu'à mon avis, faire une guerre contre le Rwanda, c'est une perte de temps. C'est un gaspillage. Le Rwanda, il va annexer un Ngomba la Moko. Vous pouvez juste annexer le Rwanda. C'est vrai, c'est peut-être surréaliste, mais c'est clair. Ceux qui vont se fâcher contre Makambo sont à l'origine d'abord bien. Parce qu'un Congolais épris de bon sens ne peut pas comprendre le contraire. Le Rwanda, ce n'est pas un pays où tu c'est faux, on sait tous. On sait tous d'où ils trouvent la force. Tout le monde qui est en 4 heures, il y a un avion de chasteté, bombarder les réfugiés. Il faut qu'on se trompe. On sait d'où ils tirent leur force. Et c'est là qu'on va secouer l'arbre là-bas. C'est une question de comprendre les choses qui vont se passer. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous allons, ce dimanche, c'est-à-dire après-demain, nous allons revivre na bana, donc si vous êtes à Kinshasa, n'hésite pas de nous faire signe. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.